Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de l'assemblage de la Rancho Caster sur la base d'un kit Stratovolox de la Dr Volox Company. On a fait la touche, on va maintenant s'attaquer aux manches. On a du taf, donc on s'y met tout de suite. On va protéger le bois de la tête avec 2-3 couches de fondure acrylique. On installe une fraise en V de chez CNC Fraises. Et ça va nous permettre de graver le mot Rancho Caster. Évidemment avec une police de caractère western. Je vérifie quand même que je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Non, ça va. De toute façon, il est un peu tard. Avec le Dark Brown d'Angelus, qui est de la teinte pour cuir, qui est énormément utilisée par ce que je considère comme un roi de la teinte, qui est Big D Guitars. On va, avec un pinceau fin, remplir de teinte nos lettres. En fait, j'arrête après la première lettre parce que le résultat est vraiment pas terrible. On est brut d'outils, c'est du frêne, donc forcément la teinte a plutôt tendance à faire remonter les défauts de coupe, quoi. C'est pas grave, on va retourner à nos amours, notre ami époxy. Et comme d'hab, avec le rab, on fait un bouton. La résine a durci, donc on va pouvoir poncer l'excès.
On protège la partie truss rod avant d'étaler la colle. Et on n'a pas de problème pour positionner la touche grâce à notre petite bande de plaquage qui va en plus bien caler le truss rod. Avec une chute de cocobolo, on se taille des petits crayons, au taille-crayon.
une couche de ruban de masquage va nous éviter en fait ce qui peut arriver dans la lisier, c'est-à-dire des petits éclats quand on va percer. Mais d'abord, bien sûr, il faut qu'on détermine les points pour nos dots. On prend ensuite 2 points. Au debout. Et on trace une droite. On marque les pré-trous au poinçon. Et on perce à la mèche de 2. On peut enlever le ruban de masquage. Et on a des trous nickel. Comme on a taillé au taille-crayon nos petites chutes de cocobolo, et que la coupe d'un cône s'inscrit parfaitement dans un cercle, il y a juste besoin de les coller. On va les couper avec une scie à dos. Alors pourquoi une scie à dos? C'est parce qu'en fait on ne veut pas risquer de faire des rayures sur le côté avec les dents de la scie. Donc on finira au ciseau, mais là, on est sûr d'être un peu au-dessus. Ensuite, on peut finir au ciseau. On y va doucement parce qu'évidemment là on est en bois debout et on veut pas qu'un petit éclat ressorte et enlève tout le travail qu'on a effectué. Un léger coup de racloir.
avant de commencer le ponçage, on a une petite chose à faire. C'est évidemment, avec l'incrustation, on a bouché 2 frettes ici. Donc il va falloir les rouvrir. Et on peut attaquer le ponçage du manche. Vous m'entendez souvent le dire, mais qualité de ponçage, finesse des grains, égale qualité de la finition. Il n'y a pas de secret. Donc ça prend du temps, il faut mettre de la musique, il faut penser à autre chose. Mais il faut poncer correctement et pas céder obligatoirement au ponçage mécanique. Un manche, vaut toujours mieux le poncer à la main parce que de toute façon, on se sert de sa main tout le temps pour savoir où on en est au niveau de la qualité. Parce que les doigts restent sans doute le meilleur sens pour se rendre compte de la qualité d'une surface. Avant de les poser, on va parler un petit peu fret, parce que ça aide beaucoup quand on assemble des kits ou qu'on fabrique des guitares électriques. La première notion importante, bien entendu, c'est la largeur de la fente des frettes. Alors, la théorie, c'est que c'est 0,5 mm. Mais si on regarde les spécifications des fabricants, parce qu'évidemment, il y a des tolérances, la réalité, et ça c'est une source Dunlop, c'est qu'on est plutôt entre 0,46 et 0,56 suivant les fabrications, pour la même frette. Ça veut dire que quand on est dans du bois tendre, on a fait du 0,5, 0,56, on force un petit peu et ça passe sans problème. Par contre, si on a le malheur d'avoir du 0,56 et qu'on est dans de l'ébène, là, va falloir vraiment presser ça comme un bourrin ou taper à coups de maillet directement pour les faire rentrer. Ce qui va réellement maintenir la frette en place, ce sont les picots. C'est-à-dire les petites pointes qu'on voit ici. Et les picots, eux, on a 0,8. Donc ça permet de dire on a un petit peu de marge. Et la bonne idée, c'est de faire des fentes de 0,5 quand il s'agit de bois tendre, et des fentes de 0,6 si c'est de l'ébène. On a encore le picot qui sera, donc ça passera très bien. Idéalement, ce qu'on veut, c'est sur une frette radusée 12 pouces, c'est avoir une rainure, dans mon exemple de frette, de 1,7, et puis bien entendu la frette elle-même qui est au-dessus. Bien entendu, si je pars de ma planchette qui sera la touche de 6 mm et que je scie mes futurs slots, il faut que je tienne compte de la hauteur de la languette, 1,7, mais aussi de la déclivité future du radius, si bien que je dois creuser à un peu plus de 3 mm. Que quand je poserai ma frette, ce qui se passe bien entendu, c'est que je vais me retrouver avec ici du vide. Et ce vide-là, ça affaiblit structurellement la touche. N'oubliez pas qu'il va y avoir le truss rod, si on le serre, qui va appuyer là-dessus. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de vidéos, en fait, des fabricants de guitares électriques qui mettent de la colle. La colle, c'est pas pour coller la frette, pour coller du métal avec du bois. De manière durable, il faudrait de l'époxy. En fait, c'est pour combler ce vide bleu clair avec de la matière, donc en l'occurrence de la colle une fois qu'elle sera sèche, pour renforcer structurellement la touche. Et c'est ce qu'on va faire. La pose de la frette, si on a une frette qui est au radius de 12 parfaitement, notre touche étant au radius de 12, quand on va l'enfoncer, les picots vont creuser des petites rainures pour se loger de chaque côté dans le bois, et ça va assurer la solidité de la pose. Et on se retrouvera comme ça avec notre frette parfaitement posée. L'avantage aussi, c'est qu'évidemment, quand on défraîtera, s'il y a besoin de défraîter,
la rainure sera toujours là, si bien qu'on n'aura pas d'éclat en enlevant la frette. Évidemment, si on n'est pas pile au radius de la touche, là j'ai fait exprès une frette 12,5 au lieu de 12. Ce qui se passe, c'est que c'est parfaitement en contact au milieu. Par contre, au bord, la frette ne touche pas. Elle ne touche qu'au milieu, puisque là, on n'a pas le radius exact de la touche. Le truc, c'est de radiuser les frettes avec un cercle un peu plus petit que la touche. Donc là, j'ai une touche de 12. Je radiuse les frettes à 11. Quand je vais poser les frettes, il y aura un gap au milieu, mais en continuant à presser, je vais déformer légèrement la frette pour qu'elle épouse parfaitement le radius de la touche. Et là, je serai bon à la fois au bord et au centre. Le second intérêt de cette combine, c'est que comme on déforme, on passe d'un radius de 11 à un radius de 12, mes picots centraux, eux, de toute façon, font bien une rainure verticale, mais les picots, du fait de la pression exercée, plus on va aller vers le bord, plus ils vont être entrés légèrement en biais, ce qui assure une plus grande solidité, puisque ça ne ressort pas tout seul. Évidemment, on a un inconvénient, c'est au défraitage, on risquera plus d'éclat sur les picots du bord. Après le ponçage au 120, avant de faire ce que j'appelle les ponçages de finition, qui sont les autres grains, on va poser les frettes. Alors, première chose, on vérifie. On est bien à 12 pouces de radius. Et on vérifie les frettes. Et elles sont aussi à 12 pouces, ce qui est tout à fait logique. Par contre, nous, pour utiliser la petite combine qu'on vient de voir, on va les passer à 11 pouces, c'est-à-dire avec un cercle un peu plus serré, de manière à ce qu'elle s'appuie bien. Pour ça, on va utiliser une petite cintrose à frettes. La tenaille et on coupe les frettes. Petit truc, quand vous coupez vos frettes, vous ne les coupez pas comme ça parce que ça écraserait la languette. Vous les coupez comme ça, c'est-à-dire sur le travers. Quelque chose aussi de très appréciable, c'est que Nico, il n'est pas avare en fret. J'ai carrément 3 longueurs d'avance, et plus un bout. Et un autre bout. On va rajouter pour le plaisir une petite étape supplémentaire. Je vous explique, c'est tout simplement parce qu'évidemment, sur le côté de la touche ici, on a forcément les traits de scie. Et je ne suis pas super fan de ça, et on va les reboucher. Et pour qu'il y ait la place de les reboucher, il faut évidemment pas que la languette affleure. Donc on va légèrement recouper la languette sans toucher à la frette, de manière à ce qu'il y ait un petit peu de vide de chaque côté, pas plus d'un demi-millimètre, pour pouvoir mettre après, sans doute on fera de la pâte à bois maison. Donc on recoupe.
comme ça, juste une petite... Voilà, là c'est bien. Pour combler le petit vide dont on a parlé et renforcer en fait un peu la structure de la touche, je vais pas utiliser de la Tide Bond parce que je trouve qu'elle prend un peu trop rapidement. Là j'ai de la colle bois prise progressive qui va être parfaite. Et une seringue. On n'en met pas des tonneaux. Juste un filet en n'allant pas jusqu'au bord. Un petit coup de chaque côté et à la presse. J'ai fait un petit dispo sur la presse de manière à ce que le manche soit jamais en contact avec le métal là, qui est en dessous, hein, qui risquerait de laisser des marques. Et puis j'ai mis du liège autocollant pour assurer à nouveau une protection. L'intérêt d'avoir protégé la touche avec un petit peu d'huile, c'est que là on repasse de l'eau, mais on ne redresse pas le fil du bois. Et donc on n'aura pas besoin de reponcer. Et au fur et à mesure de la pose, on vérifie avec le fret rocker, quitte à redonner un petit coup de presse. L'idée c'est évidemment d'avoir le moins possible de boulot au niveau de la rectification de la planéité. Là, par exemple, celle du milieu redemande un petit coup de presse. On peut maintenant couper tout ce qui dépasse. Ce qu'il y a de bien aussi d'avoir enlevé les petits bouts de languette de chaque côté, c'est qu'on a moins de matière enlevée, donc on risque moins, par un faux mouvement, de ressoulever la frette. Et on appuie en même temps qu'on coupe. Ça maintient bien la frette comme ça. Pour masquer les traits de scie, on va faire de la pâte à bois. Alors la pâte à bois, c'est juste de la colle à bois avec de la suture incorporée dedans. Par contre, le sujet principal, c'est d'obtenir la bonne couleur. Si on met de la Tide Bond, ça va être trop jaune. Si on met de la colle blanche, ça va être un petit peu trop pâle. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre un bout de bois qui soit un pouillème plus coloré que la lisier. Ça va se compenser avec la blancheur de la colle de fabrication de base, en blanche. Et on devrait obtenir quelque chose qui se voit quasiment pas.
un petit peu de colle. Et avec un petit couteau de peintre, ben on va combler les petits trous. Juste en dessous des frettes. Et après séchage, ça se poncera parfaitement. D'autant qu'on va passer aussi du ponçage pour ici obtenir un angle de 45 au niveau des frettes. Donc tout ça, ça partira, il restera juste vraiment ce qu'il y a dans les fentes. Et avec la spatule propre, on enlève un petit peu le surplus. Ce sera ça de moins à poncer demain. Avec une lime montée à 45 degrés, on va ramener les bords des frettes à un angle qui fera que le guitariste ne se blessera pas. Ensuite, avec du 150, ben, on va éliminer les surplus de pâte à bois. Avant d'attaquer la rectification de la planéité, on va vérifier que la touche est bien droite. Donc il nous faut absolument une règle spéciale et une lampe de poche. On est très légèrement convexe. Voilà, on est bon. C'est l'histoire d'un quart de tour. Petite combine, quand on arrive sur des frettes qui sont moins larges que le scotch, plutôt que de jouer du scalpel, on commence par coller un des côtés, comme ça, et on replie légèrement notre scotch, comme ceci. Quand on rectifie la planéité des frettes, il y a deux objectifs. Évidemment, que ce soit plan, mais aussi d'enlever le moins de matière possible pour que les frettes durent le plus longtemps possible. Et il y a évidemment les profilés qu'on va déplacer, vous avez déjà vu ça. Le problème, c'est que ça enlève de la matière un peu partout, tant qu'on a une frette qui est un petit peu plus haute que les autres, jusqu'à ce qu'on arrive à toutes les frettes équivalentes. Et après, il faut se faire toutes les frettes pour leur redonner le petit rond qui va bien. Donc j'ai été convaincu par JSR d'investir dans ce truc Stumac qui s'appelle le fret kisser. En fait, c'est un fret rocker, mais au milieu de chaque surface, il y a un dépôt de poudre de diamant. Et la façon dont on l'utilise, c'est qu'on s'en sert comme d'un fret rocker et on passe partout. Et vous voyez que là, les frettes sont bien posées, c'est-à-dire que la frette du milieu, qui a été en contact donc avec cette poudre de diamant, elle n'a pas été rectifiée, il n'y a pas besoin de la rectifier. Et on continue comme ça. Ah, vous voyez que là, par contre, j'accroche un petit peu sur cette partie-là. Là, on a enlevé un tout petit peu de matière, c'est à peine visible. Ça n'aura même pas besoin d'être réarrondi, tellement c'est faible. Mais bon, il a fait le job. Et on continue comme ça.
ficelle. C'est bon. Ah. On accroche un petit peu ici, au bord. C'est très très léger à nouveau. C'est le seul endroit. Ah, sur celle-là, on accroche un peu plus. Là, on est bien. On va la souligner. C'est une des frettes. Il faudra réarrondir cette partie-là. C'est un petit peu normal, ça doit être la 12. Et évidemment, il y a la... Ça c'est un peu moins bien enfoncé. J'avais sans doute pas fait assez profond le trait de scie dans l'incrustation. C'est pour ça que c'est au milieu qu'il y a cette petite... Voilà, résultat, on a globalement 1, 2 et 3 frettes à rectifier. Je dirais un seul mot, bravo Jean-Yves. Il va falloir redonner l'arrondi sur ces 3 frettes-là. Et pour ça, il y a une autre invention StewMac. Alors StewMac, c'est cher, il y a Madinter qui se fait des roupettes en or dessus, mais ce sont des gens quand même qui ont une belle faculté d'invention en matière d'outils pour les guitares. Et donc ça, c'est un Z-File, c'est-à-dire qu'il a un profilé en Z, et à nouveau, sur la face la plus importante ici, il y a eu un dépôt de poudre de diamant, et c'est l'inverse de l'autre côté, et ça va s'utiliser comme ça. Et on le retourne. Le deuxième, c'est juste ici, un petit peu. Et notre troisième, c'est celle sur laquelle il y a le plus de boulot. Hein. L'idée, c'est qu'on doit quasiment plus voir le feutre. Ça doit être une très très fine ligne. Et c'est tout. Voilà, c'est fait. Globalement, un quart d'heure. On va utiliser un autre outil qui vient cette fois-ci de Severe Tools. En fait, c'est une tire-point qui a un côté lisse ici. Ici, il n'y a pas de capacité d'abrasion. En fait, il y a juste 2 faces comme ça. Et ça va nous servir à donner un arrondi au bout des frettes. Ça se manipule comme ça. Au niveau du ponçage, 240, 320, 400, mais uniquement pour les frettes qui ont été touchées par le fret tisseur, bien sûr. Et ensuite, pour toutes les frettes, pour leur redonner du brillant,
on va utiliser ce jeu de petits pads, dont je me sers uniquement pour ça d'ailleurs, et qui eux, de tête, vont du 1500 je crois au 12 000. Et ça, on va le passer sur toutes les frettes, et ça va nous éviter en particulier tout travail avec des pâtes à polir ou des trucs comme ça. On obtiendra une finition vraiment clean, juste en ponçant comme ça. On n'enlève pas vraiment de matière avec, on se contente, comme dans tout ponçage, d'enlever les rayures du grain précédent. Jolie frette, ma foi. On peut enlever le scotch. Et on va pouvoir finir le ponçage, puisque là on était resté au grain 120. Hein. On va finir le ponçage, on va monter jusqu'au 4000. Et on va utiliser principalement nos mains, mais aussi deux cales à poncer. Une qui est fendue comme ça, si bien qu'on ne risque pas de faire un plat sur cette partie-là du manche. Et une deuxième comme ça qui nous permet d'aller dans les courbes. Alors là, on met de la musique. Et comme d'habitude, avant le 4000, on nettoie l'alcool. On laisse s'évaporer et on passe le 4000. Pour la finition, on remet de l'huile à fretboard de Crimson. Et on va mettre une couche de True Oil sur le manche. Comme ça, on sera cohérent avec la finition du corps. Voilà, ça progresse bien, on a un joli manche avec une touche assez sympa. Je sais, c'est un kit, mais ça n'empêche pas que c'est toujours mieux d'être abonné, quoi qu'il arrive, surtout en hiver. Faites aussi sonner la cloche, partagez, commentez, je lis tous les commentaires, vous le savez, et on se retrouve la semaine prochaine.